se présenter de manière originale. L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été, durant quelques siècles, établis à Liège. Puis s'était fixé dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévorée par un building. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au bord de la mer, à faire de la voile avec mon père. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût du grand air, du voyage et de l'aventure. Quand j'ai dû partir à Paris pour faire mes études, le voyage m'a énormément manqué. Pas de mer ou de grands espaces à proximité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me rattrape en dirigeant une agence de voyage. Je suis passionnée par ce que je fais. Je reviens souvent en Belgique et je voyage aussi beaucoup à côté. Dernièrement, j'ai été en Australie, en Norvège, et là je prépare mon prochain voyage au Brésil. On passe maintenant à la traduction en arabe. Se présenter de manière originale. Se présenter de manière originale. L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903. L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903. Vers les 8 heures du matin à Bruxelles. Vers les 8 heures du matin à Bruxelles. Et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord. Et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord. Et d'une Belge dont les ascendants avaient été, durant quelques siècles, établis à Liège. Et d'une Belge dont les ascendants avaient été, durant quelques siècles, établis à Liège. Puis s'était fixé dans le Hainaut. Puis s'était fixé dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise
La maison où se passait cet événement se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise. Et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévoré par un building. Et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévoré par un building. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au bord de la mer, à faire de la voile avec mon père. Au bord de la mer, à faire de la voile avec mon père. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût du grand air, du voyage et de l'aventure. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût du grand air, du voyage et de l'aventure. Quand j'ai dû partir à Paris pour faire mes études. Quand j'ai dû partir à Paris pour faire mes études. Le voyage m'a énormément manqué. Le voyage m'a énormément manqué. Pas de mer ou de grands espaces à proximité. Pas de mer ou de grands espaces à proximité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me rattrape en dirigeant une agence de voyage. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me rattrape en dirigeant une agence de voyage. Je suis passionnée par ce que je fais. Je reviens souvent en Belgique. Je suis passionnée par ce que je fais. Je reviens souvent en Belgique. Et je voyage aussi beaucoup à côté. Et je voyage aussi beaucoup à côté. Dernièrement, j'ai été en Australie, en Norvège. Dernièrement, j'ai été en Australie, en Norvège. Et là, je prépare mon prochain voyage au Brésil. Et là, je prépare mon prochain voyage au Brésil. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. Se présenter de manière originale. L'être que j'appelle moi
vint au monde un certain lundi 8 juin 1903. Vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été, durant quelques siècles, établis à Liège. Puis s'était fixé dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévorée par un building. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au bord de la mer, à faire de la voile avec mon père. C'est peut-être ce qui m'a donné le goût du grand air, du voyage et de l'aventure. Quand j'ai dû partir à Paris pour faire mes études, le voyage m'a énormément manqué. Pas de mer ou de grands espaces à proximité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me rattrape en dirigeant une agence de voyage. Je suis passionnée par ce que je fais. Je reviens souvent en Belgique et je voyage aussi beaucoup à côté. Dernièrement, j'ai été en Australie, en Norvège, et là je prépare mon prochain voyage au Brésil. La plus vieille université du monde. Si vous avez déjà pensé que la plus ancienne université du monde se trouve en Europe ou en Chine, alors vous vous trompez parce que ce n'est pas la vérité. La plus ancienne université du monde se trouve dans un pays arabe, au Maroc, en Afrique. Connue sous le nom d'Al-Qarawiyyin, l'université a été fondée en 859 après Jésus-Christ par une jeune princesse de Tunisie, Fatima al-Fihriya. Elle est située dans la ville de Fès, qui était autrefois un centre spirituel et éducatif de premier plan du monde musulman. L'histoire raconte qu'il y a plus de 1200 ans, Fatima al-Fihriya et sa famille ont déménagé de Qayrawan, l'actuelle Tunisie, à Fès, au Maroc. Après la mort de son père, Fatima al-Fihriya a décidé de consacrer l'héritage de sa famille à la construction d'une mosquée avec une madrasa, une école islamique, pour donner aux gens la possibilité de pratiquer leur foi et d'élargir encore leurs connaissances sur les questions spirituelles. Au fil des ans, Al-Qarawiyyin est devenu l'un des principaux centres religieux et éducatifs du monde musulman. On passe maintenant à la traduction en arabe. La plus vieille université du monde. La plus vieille université du monde. Si vous avez déjà pensé que la plus ancienne
université du monde se trouve en Europe ou en Chine? Si vous avez déjà pensé que la plus ancienne université du monde se trouve en Europe ou en Chine, alors vous vous trompez parce que ce n'est pas la vérité. Alors vous vous trompez parce que ce n'est pas la vérité. La plus ancienne université du monde se trouve dans un pays arabe, au Maroc, en Afrique. La plus ancienne université du monde se trouve dans un pays arabe, au Maroc, en Afrique. Connue sous le nom d'Al-Qarawiyyin, l'université a été fondée en 859 après Jésus-Christ. Connue sous le nom d'Al-Qarawiyyin, l'université a été fondée en 859 après Jésus-Christ. Par une jeune femme de Tunisie, el-Benin Fatima el-Fihriya. Par une jeune femme de Tunisie, el-Benin Fatima el-Fihriya. Elle est située dans la ville de Fès, qui était autrefois. Elle est située dans la ville de Fès, qui était autrefois un centre spirituel et éducatif de premier plan du monde musulman. Un centre spirituel et éducatif de premier plan du monde musulman. L'histoire raconte qu'il y a plus de 1200 ans, Fatima el-Fihriya. L'histoire raconte qu'il y a plus de 1200 ans, Fatima el-Fihriya et sa famille ont déménagé de Qayrawan, l'actuelle Tunisie, à Fès, au Maroc. Et sa famille ont déménagé de Qayrawan, l'actuelle Tunisie, à Fès, au Maroc. Après la mort de son père, Fatima el-Fihriya a décidé de consacrer l'héritage de sa famille. Après la mort de son père, Fatima el-Fihriya a décidé de consacrer l'héritage de sa famille à la construction d'une mosquée avec une madrasa, une école islamique. À la construction d'une mosquée avec une madrasa, une école islamique. Pour donner aux gens
la possibilité de pratiquer leur foi. Pour donner aux gens la possibilité de pratiquer leur foi et d'élargir encore leurs connaissances sur les questions spirituelles. Et d'élargir encore leurs connaissances sur les questions spirituelles. Au fil des ans, Al-Qarawiyyin est devenu l'un des principaux centres religieux. Au fil des ans, Al-Qarawiyyin est devenu l'un des principaux centres religieux et éducatif du monde musulman. Et éducatif du monde musulman. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La plus vieille université du monde. Si vous avez déjà pensé que la plus ancienne université du monde se trouve en Europe ou en Chine, alors vous vous trompez parce que ce n'est pas la vérité. La plus ancienne université du monde se trouve dans un pays arabe, au Maroc, en Afrique. Connue sous le nom d'Al-Qarawiyyin, l'université a été fondée en 859 après Jésus-Christ par une jeune princesse de Tunisie, Fatima Al-Fihriya. Elle est située dans la ville de Fès, qui était autrefois un centre spirituel et éducatif de premier plan du monde musulman. L'histoire raconte qu'il y a plus de 1200 ans, Fatima Al-Fihriya et sa famille ont déménagé de Qayrawan, l'actuelle Tunisie, à Fès, au Maroc. Après la mort de son père, Fatima Al-Fihriya a décidé de consacrer l'héritage de sa famille à la construction d'une mosquée avec une madrasa, une école islamique, pour donner aux gens la possibilité de pratiquer leur foi et d'élargir encore leurs connaissances sur les questions spirituelles. Au fil des ans, Al-Qarawiyyin est devenu l'un des principaux centres religieux et éducatifs du monde musulman. La peine de mort. La peine de mort est le fait de punir une personne en le tuant. Elle est déterminée par le pouvoir judiciaire et elle consiste à priver un condamné de sa vie. De nos jours, ce sujet a suscité un grand débat dans le monde entier. Certaines personnes pensent qu'elle n'est pas la solution idéale pour lutter contre le crime. Or, il y a aussi d'autres qui défendent son application. D'abord, la peine de mort est le moyen le plus efficace de faire appliquer la justice et d'empêcher d'autres personnes de commettre d'autres crimes. Autrement dit, la peine de mort est la meilleure méthode pour donner l'exemple, décourager les criminels et réduire le taux
de criminalité. De plus, elle empêche tous ceux qui ont commis des crimes graves de retourner dans la société, puisqu'ils ne méritent plus de vivre dans une communauté. De surcroît, on ne peut pas nier que lorsque la famille de la victime voit que le coupable paye le prix de son crime, elles se sentent soulagées et apaisées. Mais, de l'autre côté, on trouve la famille du criminel. Qui peut soulager sa douleur? La mission du système judiciaire est d'éduquer et d'aider les coupables à se remettre sur la bonne voie. Cependant, la peine capitale ne donne pas une deuxième chance aux condamnés pour se repentir et corriger leurs erreurs. Ne pouvant condamner le criminel à la réclusion à perpétuité, mais nous ne pouvons pas le tuer de cette manière, puisqu'elle est un châtiment inhumain, et on ne peut pas corriger un crime par un autre. Pour conclure, et à la lumière de tout ce qui précède, il sera raisonnable de souligner le fait que personne ne naît criminel, mais on le devient pour de nombreuses raisons. Il faudrait donc s'attaquer aux racines de la criminalité pour pouvoir la combattre efficacement, au lieu de débattre sur l'application ou non de la peine de mort. On passe maintenant à la traduction en arabe. La peine de mort. La peine de mort. La peine de mort est le fait de punir une personne en le tuant. La peine de mort est le fait de punir une personne en le tuant. Elle est déterminée par le pouvoir judiciaire et elle consiste à priver un condamné de sa vie. Elle est déterminée par le pouvoir judiciaire et elle consiste à priver un condamné de sa vie. De nos jours, ce sujet a suscité un grand débat dans le monde entier. De nos jours, ce sujet a suscité un grand débat dans le monde entier. Certaines personnes pensent qu'elle n'est pas la solution idéale pour lutter contre le crime. Certaines personnes pensent qu'elle n'est pas la solution idéale pour lutter contre le crime. Or, il y a aussi d'autres qui défendent son application. Or, il y a aussi d'autres qui défendent son application. D'abord, la peine de mort est le moyen le plus efficace de faire appliquer la justice. D'abord, la peine de mort est le moyen le plus efficace
de faire appliquer la justice et d'empêcher d'autres personnes de commettre d'autres crimes et d'empêcher d'autres personnes de commettre d'autres crimes. Autrement dit, la peine de mort est la meilleure méthode pour donner l'exemple. Autrement dit, la peine de mort est la meilleure méthode pour donner l'exemple. Décourager les criminels et réduire le taux de criminalité. Décourager les criminels et réduire le taux de criminalité. De plus, elle empêche tous ceux qui ont commis des crimes graves de retourner dans la société. De plus, elle empêche tous ceux qui ont commis des crimes graves de retourner dans la société. Puisqu'ils ne méritent plus de vivre dans une communauté. Puisqu'ils ne méritent plus de vivre dans une communauté. De surcroît, on ne peut pas nier lorsque. De surcroît, on ne peut pas nier que lorsque. La famille de la victime voit que le coupable paye le prix de son crime. La famille de la victime voit que le coupable paye le prix de son crime. Elle se sent soulagée et apaisée. Elle se sent soulagée et apaisée. Mais de l'autre côté, on trouve la famille du criminel. Qui peut soulager sa douleur? Mais de l'autre côté, on trouve la famille du criminel. Qui peut soulager sa douleur? La mission du système judiciaire est d'éduquer et d'aider les coupables. La mission du système judiciaire est d'éduquer et d'aider les coupables à se remettre sur la bonne voie. À se remettre sur la bonne voie. Cependant, la peine capitale ne donne pas une deuxième chance aux condamnés. Cependant, la peine capitale ne donne pas une deuxième chance aux condamnés. Pour se repentir et corriger leurs erreurs. Pour se repentir et corriger leurs erreurs. Nous pouvons condamner le criminel à la réclusion à perpétuité. Nous pouvons
condamner le criminel à la réclusion à perpétuité. Mais nous ne pouvons pas le tuer de cette manière. Mais nous ne pouvons pas le tuer de cette manière. Puisqu'elle est un châtiment inhumain et on ne peut pas corriger un crime par un autre. Puisqu'elle est un châtiment inhumain et on ne peut pas corriger un crime par un autre. Pour conclure et à la lumière de tout ce qui précède. Pour conclure et à la lumière de tout ce qui précède. Il sera raisonnable de souligner le fait que personne ne naît criminel. Il sera raisonnable de souligner le fait que personne ne naît criminel. Mais on le devient pour de nombreuses raisons. Mais on le devient pour de nombreuses raisons. Il faudrait donc s'attaquer aux racines de la criminalité pour pouvoir la combattre efficacement. Il faudrait donc s'attaquer aux racines de la criminalité pour pouvoir la combattre efficacement. Au lieu de débattre sur l'application ou non de la peine de mort, au lieu de débattre sur l'application ou non de la peine de mort. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La peine de mort. La peine de mort est le fait de punir une personne en le tuant. Elle est déterminée par le pouvoir judiciaire et elle consiste à priver un condamné de sa vie. De nos jours, ce sujet a suscité un grand débat dans le monde entier. Certaines personnes pensent qu'elle n'est pas la solution idéale pour lutter contre le crime. Or, il y a aussi d'autres qui défendent son application. D'abord, la peine de mort est le moyen le plus efficace de faire appliquer la justice et d'empêcher d'autres personnes de commettre d'autres crimes. Autrement dit, la peine de mort est la meilleure méthode pour donner l'exemple, décourager les criminels et réduire le taux de criminalité. De plus, elle empêche tous ceux qui ont commis des crimes graves de retourner dans la société, puisqu'ils ne méritent plus de vivre dans une communauté. De surcroît, on ne peut pas nier que lorsque la famille de la victime voit que le coupable paye le prix de son crime, elles se sentent soulagées et apaisées. Mais, de l'autre côté, on trouve la famille du criminel. Qui peut soulager sa douleur? La mission du système judiciaire
est d'éduquer et d'aider les coupables à se remettre sur la bonne voie. Cependant, la peine capitale ne donne pas une deuxième chance aux condamnés pour se repentir et corriger leurs erreurs. Ne pouvant condamner le criminel à la réclusion à perpétuité. Mais nous ne pouvons pas le tuer de cette manière, puisqu'elle est un châtiment inhumain, et on ne peut pas corriger un crime par un autre. Pour conclure, et à la lumière de tout ce qui précède, il sera raisonnable de souligner le fait que personne ne naît criminel, mais on le devient pour de nombreuses raisons. Il faudrait donc s'attaquer aux racines de la criminalité pour pouvoir la combattre efficacement, au lieu de débattre sur l'application ou non de la peine de mort. La corruption. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et dans les pays en développement. Il s'agit d'utiliser sa position du responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps en diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. On passe maintenant à la traduction en arabe. La corruption. La corruption. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et dans les pays en développement. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et dans les pays en développement. Il s'agit d'utiliser sa position du responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Il s'agit d'utiliser sa position du responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Nombreux sont les facteurs
amenant à la prolifération de la corruption. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps. En diminuant les délais d'attente. En diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère. Comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé. Privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée. Et affaire non seulement des gouvernements,
mais aussi des individus. Et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La corruption. La corruption est un fléau social répandu dans les pays riches et dans les pays en développement. Il s'agit d'utiliser sa position du responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Nombreux sont les facteurs amenant à la prolifération de la corruption. Parmi eux, on trouve la complexité d'accès à certains services et des procédures administratives. Certaines personnes recourent à la corruption afin de gagner le temps en diminuant les délais d'attente. De plus, les salaires bas des fonctionnaires, puisque la majorité la considère comme moyen pour augmenter leur salaire et satisfaire les besoins pour une vie paisible. Par conséquent, la corruption est un crime grave qui nuit à l'individu et à la société. D'abord, elle freine le développement social et économique. Puis, elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Ensuite, elle exacerbe les inégalités et l'injustice. En guise de conclusion, la corruption reste une responsabilité partagée et affaire non seulement des gouvernements, mais aussi des individus. La violence à l'encontre des enfants. Chaque jour, la violence détruit la vie de millions d'enfants. Ce phénomène caché, voire parfois toléré par les sociétés et par conséquent par les populations qui s'y développent, doit devenir l'affaire de tous. La violence à l'encontre des enfants est un problème ayant de multiples facettes, avec des causes au niveau individuel, à celui des relations proches, de la communauté et de la société. Au niveau individuel, aspects biologiques et personnels comme le sexe et l'âge, faible niveau d'éducation, incapacité ou problèmes de santé mentale. Au niveau des relations proches, manque d'attachement émotionnel entre les enfants et les parents ou les personnes qui s'occupent d'eux. Mauvaise pratique du rôle parental. Mariage précoce ou forcé. Au niveau communautaire, pauvreté, forte densité démographique, accès facile à l'alcool et aux armes à feu. Au niveau de la société, les inégalités économiques, sociales et celles entre les sexes. Absence ou insuffisance de la protection sociale. Situation consécutive à des conflits ou des catastrophes naturelles. La violence à l'encontre des enfants a des conséquences sur la santé
et le bien-être des enfants. Elle peut entraîner la mort, provoquer des blessures graves, entraîner des troubles du développement du cerveau et du système nerveux, contribuer à un grand nombre de maladies non transmissibles et avoir des répercussions sur l'avenir de chacun et sur les futures générations. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence à l'encontre des enfants. La violence à l'encontre des enfants. Chaque jour, la violence détruit la vie de millions d'enfants. Chaque jour, la violence détruit la vie de millions d'enfants. Ce phénomène caché, voire parfois toléré par les sociétés. Ce phénomène caché, voire parfois toléré par les sociétés. Il doit devenir l'affaire de tous. Il doit devenir l'affaire de tous. La violence à l'encontre des enfants est un problème ayant de multiples facettes. La violence à l'encontre des enfants est un problème ayant de multiples facettes, avec des causes au niveau individuel à celui des relations proches, avec des causes au niveau individuel à celui des relations proches, de la communauté et de la société, de la communauté et de la société. Au niveau individuel, aspects biologiques et personnels comme le sexe et l'âge. Au niveau individuel, aspects biologiques et personnels comme le sexe et l'âge. Faible niveau d'éducation, incapacité ou problème de santé mentale. Faible niveau d'éducation, incapacité ou problème de santé mentale. Au niveau des relations proches, manque d'attachement émotionnel entre les enfants et les parents. Au niveau des relations proches, manque d'attachement émotionnel entre les enfants et les parents, ou les personnes qui s'occupent d'eux. Mauvaise pratique du rôle parental, ou les personnes qui s'occupent d'eux. Mauvaise pratique du rôle parental. Mariage précoce ou forcé.
mariage précoce ou forcé. Au niveau communautaire, pauvreté, forte densité démographique. Au niveau communautaire, pauvreté, forte densité démographique. Accès facile à l'alcool et aux armes à feu. Accès facile à l'alcool et aux armes à feu. Au niveau de la société, les inégalités économiques, sociales et celles entre les sexes. Au niveau de la société, les inégalités économiques, sociales et celles entre les sexes. Absence ou insuffisance de la protection sociale. Absence ou insuffisance de la protection sociale. Situation consécutive à des conflits ou des catastrophes naturelles. Situation consécutive à des conflits ou des catastrophes naturelles. La violence à l'encontre des enfants a des conséquences sur la santé et le bien-être des enfants. La violence à l'encontre des enfants a des conséquences sur la santé et le bien-être des enfants. Elle peut entraîner la mort, provoquer des blessures graves. Elle peut entraîner la mort, provoquer des blessures graves. Entraîner des troubles du développement du cerveau et du système nerveux. Entraîner des troubles du développement du cerveau et du système nerveux. Contribuer à un grand nombre de maladies non transmissibles. Contribuer à un grand nombre de maladies non transmissibles. Et avoir des répercussions sur l'avenir de chacun et sur les futures générations. Et avoir des répercussions sur l'avenir de chacun et sur les futures générations. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La violence à l'encontre des enfants. Chaque jour, la violence détruit la vie de millions d'enfants. Ce phénomène caché, voire parfois toléré par les sociétés et par conséquent par les populations qui s'y développent, doit devenir l'affaire de tous. La violence à l'encontre des enfants est un problème ayant de multiples facettes, avec des causes au niveau individuel,
à celui des relations proches, de la communauté et de la société. Au niveau individuel, aspects biologiques et personnels comme le sexe et l'âge, faible niveau d'éducation, incapacité ou problème de santé mentale. Au niveau des relations proches, manque d'attachement émotionnel entre les enfants et les parents ou les personnes qui s'occupent d'eux. Mauvaise pratique du rôle parental. Mariage précoce ou forcé. Au niveau communautaire, pauvreté, forte densité démographique, accès facile à l'alcool et aux armes à feu. Au niveau de la société, les inégalités économiques, sociales et celles entre les sexes. Absence ou insuffisance de la protection sociale. Situation consécutive à des conflits ou des catastrophes naturelles. La violence à l'encontre des enfants a des conséquences sur la santé et le bien-être des enfants. Elle peut entraîner la mort, provoquer des blessures graves, entraîner des troubles du développement du cerveau et du système nerveux, contribuer à un grand nombre de maladies non transmissibles et avoir des répercussions sur l'avenir de chacun et sur les futures générations.